Mais oui, mais quoi de mieux pour illustrer le fait que mes cheveux soient pas encore secs, que je ne sois pas coiffée, que je ne sois absolument pas maquillée, pour aborder le sujet de cette vidéo en 3 points, la fatigue ou la fatigabilité précisément sociale. Alors oui, évidemment, tout le monde est sujet à la fatigue, nous sommes des humains, toujours pas des robots. Cependant, parce qu'il y a toujours un cependant, ce t-shirt-là, que j'ai trouvé très drôle, donc illustre très bien le type de fatigue sociale ou comment je peux arriver à gérer, voire pas gérer, la fatigue liée à tout événement dit social. Je ne le rappellerai jamais assez, le cerveau autistique est différent. Excusez-moi, je me mets en place, je suis crevée. Le cerveau autistique, donc, fonctionne différemment du cerveau non autistique. Et pour reprendre les propos de ce bouquin, L'autisme expliqué aux non-autistes, et je ne peux que le conseiller, je l'ai trouvé absolument formidable, voire même drôle. Donc, dans ce bouquin, il est expliqué notamment une différence métaphorique que je trouve très à propos. C'est-à-dire que le cerveau non autistique va ressembler plutôt à une boîte de transmission de voiture, mais une boîte qui va être dite automatique, avec une gestion des informations et un tri des informations qui va plutôt être automatique. Là où le cerveau autistique va plutôt pouvoir être comparé à une boîte qui serait une boîte à transmission manuelle, c'est-à-dire que notamment le tri des informations, si on arrive à le faire, va devoir être intellectualisé, va devoir être enclenché de façon manuelle et non automatique. Il va se faire donc en analysant, en suranalysant en permanence tous les échanges. Si on se retrouve à plus de 2 personnes, comme l'indique le t-shirt, à plus de 2 personnes, c'est encore plus compliqué, puisque ça fait plus de personnes qui parlent, parfois en même temps, des conversations éventuellement croisées. On a tous vécu ça, hein. Je pense qu'on a tous vécu une soirée où il y a au minimum 6 personnes, manquerait plus que ça soit à la terrasse d'un bar, et là, le serveur arrive en plein milieu, commence à dire des choses alors qu'on était en train de parler. La plupart des gens, oui, 2 secondes, oui, du coup, je vais prendre un soda. Oui, donc je te disais la semaine dernière, et moi je trouve ça quelque part admirable et formidable, et j'en suis parfaitement incapable. À partir du moment où on m'a coupé dans mon élan, je n'arrive plus à rembobiner, je ne sais plus qui dit quoi, il me semble que je l'avais déjà évoqué. Et donc, cette analyse constante et ce tri des informations qui doit se faire donc de façon consciente et dite manuelle et non pas automatique, ça génère une fatigue importante et parfois extrême. Plus il y a de personnes, en ce qui me concerne en tout cas, je ne suis pas la seule, plus il y a de personnes, plus ma fatigue va arriver rapidement et va être intense. C'est donc, pour résumer, une gymnastique cognitive permanente dans les échanges sociaux. Et donc, toute interaction sociale, même plaisante, même avec des personnes avec qui je m'entends extrêmement bien, des amis proches, ma mère au téléphone, mon compagnon, toute interaction sociale, de toute façon, va générer de la fatigue. La plupart des gens, j'ai entendu en tout cas, tout au long de ma vie, la plupart des gens me dire « Bah oui, mais moi quand ça va pas, je vais voir des gens et ça va mieux. Ça me redonne une forme d'énergie. » Je le comprends, je le conçois, tout du moins, je l'accepte. Ce qui serait intéressant, c'est que les personnes, à défaut de comprendre, acceptent que pour la plupart des personnes TSA dont je fais partie, c'est l'inverse qui se produit. Plus je vois de gens, plus je parle à des gens, plus il y a de gens, plus ça me fatigue. Et donc c'est pour ça. Les amis que j'ai qui me connaissent vraiment bien savent très bien que ça n'est pas parce que je les vois 3 fois par an que je les déteste. C'est que entre mes difficultés d'organisation, tout ce que j'ai à faire et à penser, et en plus donc la fameuse fatigabilité sociale, je préfère les voir peu, mais que ce soit intense, riche et enrichissant pour tout le monde, et que je sois pleinement disposée à les écouter et interagir avec eux, plutôt que de les voir trop souvent et qu'en fait je sois pas là parce que j'en peux plus en fait. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est la gestion des stimuli. Oui, parce que dans toute interaction sociale, au-delà de ce qui est purement verbal et en face à face, il y a tout un tas de stimuli à gérer. Beaucoup de gens, soit ne s'en aperçoivent pas, soit les trient automatiquement, comme je l'ai dit précédemment. Et dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de personnes TSA, c'est géré effectivement tout à fait différemment. Il n'y a pas, finalement, de tri d'informations sensorielles non plus, qui va être effectué. C'est-à-dire que toute information sensorielle, je l'apprends comme un frisbee en pleine tronche parce que je l'aurais pas vu. Je ne m'y attends pas, et là, je me mange tout. Alors, pour reprendre l'exemple précédent, si je suis à la terrasse d'un café, nous sommes 4,
imaginons. Il y a donc les conversations avec les 3 autres personnes à gérer. Le serveur qui vient et qui nous demande quelque chose, qui fait une blagounette, qui fait du bruit avec des verres, etc. Bon, en plus, une fois qu'on a passé la commande, il va revenir, donc ça va refaire du bruit. Il y a les tables alentours qui font du bruit, il manquerait plus qu'il y ait de la musique, la radio, un chat qui passe, si on est en terrasse, il y a une voiture. Alors moi, je me prends tout en même temps, les personnes, elles peuvent me parler, je comprends plus rien. Et en plus de ça, ça génère une fatigue intense et quasiment instantanée. Par exemple, typiquement ce qui se passe dans la difficulté de gestion des stimuli, si plusieurs personnes parlent en même temps et surtout parlent trop vite, voilà à quoi je peux ressembler. Ça fait 4 jours que j'essaie de faire du vélo. Y a pas moyen. Alors moi, venant du sud, si tu veux, il y a un truc. Ouais, mais moi, les gens de vacances, c'est pas mon truc. C'est Il y a que vous avez trop pas de des gens définitions, sur la en fait, route. C'est toujours pareil. Dans le milieu du travail, moi, ce qui me dérange, 4 matins, je me lève, je me dis, ouais, je suis entre mecs, encore, il y a toujours une question. Ce qui pourrait laisser entendre que je n'en ai rien à faire ou que je m'ennuie, c'est pas le cas. C'est qu'en fait, je bug et je ne comprends plus rien. J'ai tellement les oreilles, le visuel, parfois même des odeurs, tout se mélange, tout est si intense que je suis crevée. Et c'est dans ces moments-là où, parfois, au bout d'une demi-heure, je me dis... j'aimerais bien rentrer chez moi, en fait, au calme, dans un endroit cool. Le 3e point que je souhaitais évoquer, c'est effectivement ce qui arrive énormément dans toute interaction sociale, ce sont les fameux imprévus. Et oui, et si je reste sur cet exemple, histoire de garder quelque chose de linéaire, je suis en train de discuter à la terrasse d'un café avec quelqu'un que je connais, une personne passe et connaît cette fameuse personne qui m'accompagne. Et là, la personne arrive, je peux m'asseoir ? Oh mon Dieu, mon monde s'effondre. Mais ça n'est même pas que je n'aime pas envie de parler à la personne ni d'apprendre à la connaître, c'est que je ne m'y attendais absolument pas, que visiblement ça ne gêne que moi, donc je ne sais pas trop comment me placer, me situer, ni quoi dire, donc par défaut je dis rien. Du coup je semble complètement froide, etc. Parfois j'arrive à balbutier un « salut », dans ma tête c'est l'horreur. Puis là les personnes se mettent à parler toutes les deux, et là tu te dis bon, encore une fois, j'ai rien à faire là, je préférais être chez moi. Mais ça n'est pas donc contre la personne ou contre les personnes, c'est que là c'était un imprévu, et les imprévus sociaux, il y en a plein, des exemples comme ça, on en a tous vécu. Ça peut être tout bêtement, quelqu'un qui vous dit qu'on a rendez-vous à 15h, et la personne, elle arrive très en retard. Au pire, très en avance. Ça peut être le truc de base, je pense qu'on l'a vraiment, littéralement tous vécu, c'est très universel. Vous êtes en train de vaquer à vos occupations, vous n'attendez ni rien ni personne, et là, ça sonne. Bonjour madame, monsieur, c'est pour un sondage sur les imprévus. Ça prendra que 45 minutes. Il y a quelqu'un ? Voilà, c'est à peu près la réaction qui m'arrive le plus souvent. Je peux carrément éteindre la télé, toute la musique, tout ce que vous voulez, et ne plus faire un seul bruit, jusqu'à ce que la personne qui est à la porte s'en aille. D'ailleurs, les personnes qui me connaissent plutôt bien savent très bien que passer à l'improviste chez moi, c'est courir le risque qu'à 100% la personne reste en bas de chez moi à sonner parce que je n'ouvrirai pas. Même si c'est quelqu'un que je connais. C'était pas prévu, et je trouve ça parfaitement indélicat de passer comme ça à l'improviste chez quelqu'un. Et là, c'est pas typiquement TSA, je pense que c'est humain, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec ça. Imaginez que sensoriellement et au niveau de la gestion des imprévus, c'est encore, je pense, plus intense ou pire pour les personnes autistes. Je pense alors à différents types de solutions, je vais forcément vous donner les miennes. Je précise, elles fonctionnent pour moi, elles peuvent fonctionner pour d'autres personnes, TSA ou non, et elles peuvent ne pas fonctionner pour certaines personnes. Je vais donner des solutions et alternatives que d'autres personnes vivent qui ne fonctionnent pas nécessairement pour moi. Par exemple, ce qu'il est possible de faire, c'est de porter les fameuses lunettes de soleil. Pourquoi ? Ça n'est pas uniquement une question de sensibilité sensorielle, dans mon cas, il y a de ça. Je ne sors pas de chez moi si je n'ai pas ces fameuses lunettes, mais c'est aussi pour limiter la gestion de la sensorialité en plus des difficultés liées à la fatigue donc sociale. Donc si je peux me préserver un petit peu, je vais porter mes lunettes de soleil. Également, pour ceux qui me connaissent, et maintenant pour tous ceux qui vont regarder mes vidéos, il y a le fameux, et tant attendu, casque réducteur de bruit. Attention!
Bon, d'accord. Là, tout de suite, en vrai, j'écoute pas de musique. C'était pour illustrer mon propos. Ce fameux casque permet donc notamment de s'isoler à minima de certains stimuli. Donc, je peux tout à fait le régler de façon à pouvoir entendre une conversation et pouvoir converser avec une personne, mais que cela puisse réduire certaines fréquences et que je sois donc moins fatigué par les stimuli environnants. Par exemple, pour aller faire des courses sans le casque réducteur de bruit, en ce qui me concerne, c'est impossible. Ce qu'il est aussi possible de faire pour les personnes qui se diraient « Oh mais moi j'ose pas, j'ai peur que ça semble mal poli », c'est expliquer à la personne « Je continue à t'entendre, mais pour que je puisse être pleinement à ton écoute et pouvoir échanger avec toi, il vaut mieux que je me préserve et que je porte le casque. » Et si là, définitivement, la personne ne comprend pas ou n'accepte pas, je crois qu'à un moment donné, c'est plus notre problème. Tant pis pour la personne. Il y a aussi la possibilité de recharger les batteries après un événement social avec une couverture lestée, en pratiquant un intérêt spécifique ou carrément en faisant une sieste en pleine journée si cela vous est possible, en se couchant plus tôt, en modifiant les routines que l'on a d'habitude pour pouvoir se préserver, pour éviter justement de continuer à avoir des surcharges et d'être en permanence au bord du gouffre parce que socialement parlant, on n'arrive plus à tenir le coup. On n'est pas obligé de passer, je parle en dehors d'un cadre de travail ordinaire à 35 heures par semaine dans un bureau avec des gens, dès que c'est possible, dans ce cas-là, de pouvoir séquencer, ben là, je sais par exemple qu'au bout d'une heure, je commence à fatiguer, donc il vaut mieux que je fasse une pause et que je prévienne la personne, ou dire en amont carrément à la personne, ben là j'ai une disponibilité de telle heure à telle heure, sans nécessairement se justifier, puisque vous savez qu'au-delà d'une heure, ça va vous épuiser. C'est une possibilité, voilà. Il y a toujours la possibilité donc de s'expliquer, libre à la personne ensuite de tenir compte ou pas de nos besoins. Et si c'est pas le cas, j'ai envie de vous dire, on n'est peut-être pas obligé de côtoyer des gens qui ne nous respectent pas, quel que soit le type d'humain que l'on soit. Je pense évidemment à des solutions en amont, c'est-à-dire avant de se préparer à un événement social de tout type. Alors je rappelle, là j'ai pris un exemple, j'allais dire fil rouge, qui serait d'aller en terrasse à un café, ça peut être passer du temps au téléphone avec quelqu'un, hein, peu importe le type d'interaction sociale. Le plus souvent, ce qui est fatigant, c'est en réel, mais ça fonctionne pour tout. C'est-à-dire qu'en amont, on peut apprendre à se connaître au quotidien, apprendre à identifier nos limites, et surtout, une fois qu'elles sont identifiées, à les respecter. Pour pouvoir les faire respecter ensuite par autrui, cela peut demander des compétences d'auto-analyse, cela demande de l'énergie et du temps, mais je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, donc de pouvoir mieux se comprendre et mieux se respecter. Ensuite, toujours en amont, des règles simples, entre guillemets, d'hygiène de vie, qui là aussi sont valables pour tout type de personnes, pas uniquement pour les personnes TSA. J'ai tendance à parler beaucoup de ça puisque je suis concernée, mais finalement ce sont des conseils, je pense, applicables à tout type de personnes. Et j'entends par hygiène de vie le repos, les repas, l'activité physique selon les envies et capacités de chacun, qui peuvent permettre effectivement de réguler la fatigue et de pouvoir mieux gérer en amont. Un exemple tout à fait personnel, si je sais que j'ai 2 rendez-vous dans une même journée, je fais en sorte le soir de communiquer le moins possible, et ça va être plutôt des activités me concernant de type film ou jeux vidéo, quelque chose que je vais soit principalement faire toute seule, soit à 2 avec mon compagnon par exemple, mais de façon passive, comme regarder un film. Voilà, qui va me permettre de pouvoir me reposer, me remettre de la fatigue de la journée, et même en amont, si le lendemain j'ai ce que j'estime être pour moi une grosse journée, dans ce cas-là, si c'est possible, organiser mon emploi du temps de manière à ce que la veille, je n'ai pas trop de choses à faire qui pourraient me fatiguer, et ainsi éviter de cumuler de la fatigue pour que le jour J, je me retrouve pas déjà en surcharge. Pour ma part, je vais plutôt être du côté auto-hypnose, sophrologie, donc des exercices de respiration, de pleine conscience. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Il y a d'autres personnes comme mon compagnon, pour qui ça va plutôt être carrément des séances d'hypnose, avec un mélange de respiration et de méditation. Peut-être prendre le temps en tant qu'individu de chercher ce qui nous ressource vraiment, ce qui nous nourrit en nous apaisant, ce qui nous permet donc de rééquilibrer nos batteries pour éviter qu'elles se déchargent complètement. Je vous remercie, comme à chaque vidéo, de m'avoir écouté. J'espère que vous avez forcément apprécié. Si vous avez justement des astuces et des petites choses à dire, toujours pareil, sur les réseaux sociaux ou en commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, que l'on puisse discuter du sujet, me donner des astuces auxquelles je n'ai pas pensé, que je pourrais même essayer. Et si on peut s'entraider, de toute façon, moi, ça me va, c'est un de mes objectifs. Encore un grand merci et à très vite.